Cet escalier mène à un bâtiment et à l'intérieur il y a une pièce qu'on appelle un studio de télévision. Et oui, nous sommes à France 3 Pays de la Loire, qui avant s'appelait Télé Pays de la Loire et encore avant Télé Loire-Océan. Si je vous dis tout ça, c'est parce que cette année, la télé régionale publique fête ses 50 ans. Alors évidemment, un anniversaire comme cela, eh bien, ça se fête. On a décidé de célébrer ça avec vous parce qu'il y a 50 ans maintenant qu'on parle de vous, de tout ce qui nous entoure, de l'actualité, qu'on l'explique, qu'on la décrypte. C'est l'objet de cette émission. Enquête de région commence. Bienvenue. Bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout d'abord, quelques brèves informations. Jean Doublet, c'était le nom du premier présentateur du journal régional en 1964. Puis vous avez vu le générique avant, un trait bucolique évidemment, en noir et blanc. Vous reconnaissez ce studio? En tout cas, je l'espère. C'est celui duquel sont présentés nos rendez-vous d'information, le journal du midi, le journal du soir et bien sûr quelques émissions. Et derrière ça, derrière cette technique, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a 50 ans d'histoire. Tout commence avec une grande antenne qu'on plante au milieu des vignes à Haute-Goulaine. C'est une commune toute proche de Nantes. Elle y est toujours d'ailleurs, cette antenne. Elle nous permet d'émettre justement nos images. Au pied de cette antenne, on a mis des studios construits rapidement. Les journalistes, les techniciens sont là, ils sont jeunes, pleins d'entrain. L'aventure peut commencer avec le parrainage d'un illustre comédien. Regardez, ce résumé est signé Céline Dupérat, Pascal Robert, Sophie Charles et Stéphane Herel. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, n'essayez donc pas de régler l'image. Nous avons le contrôle total de l'émission. 1964. Pour la première fois, les téléspectateurs découvrent la télé régionale, totalement sous contrôle de l'État. Jusqu'à maintenant, la Loire-Atlantique, la Vendée, le Maine-et-Loire recevaient seulement les actualités télévisées nationales. Désormais, le journal télévisé de Nantes diffusera des informations qui toucheront de près tous les téléspectateurs de votre région. Politiquement correct, les actualités sont aussi pur jus, du parler vrai, de l'accent qui sent bon la campagne. Je me mets en tenue et je vais me déshabiller tout de suite et puis j'ai été chercher un casque parce que j'ai peur de mouiller mes cheveux, vous voyez. Hop là, là il a visé. Hop là. L'époque, c'est celle des rêves industriels, des grandes usines comme Moulinex à Mamers, dans la Sarthe. Le rendement est très satisfaisant compte tenu du démarrage récent, 2000 moulins à café par jour. Mais dans quelques mois, il aura atteint, pense-t-on, son maximum avec une production de 2 millions par an. Il y a du travail, la main-d'œuvre afflue dans les villes. Alors il faut loger les nouveaux arrivants. À Nantes, comme ailleurs, on construit d'immenses ensembles pour héberger les ouvriers, le début des cités populaires. Et c'est l'événement de mai. Soudain, imprévisible, stupéfiant et insaisissable. Dans la révolte de la jeunesse, il y a toujours quelque chose de généreux. Mais on ne transforme pas la société par la violence, où les espérances les mieux justifiées peuvent devenir des illusions dangereuses. La contestation éclate, désir de liberté, la société bascule, l'histoire s'écrit à grands coups de pavé, c'est la grève générale. Pendant tout ce temps, la station a évolué avec l'arrivée de la 2e puis de la 3e chaîne, l'installation dans de nouveaux locaux sur l'île Beaulieu et le début de la couleur. Premier générique couleur en 73, suivi, vous allez le voir, des souhaits de celui qui a été pendant plusieurs années le parrain de la station. Je souhaite tout ce qu'il peut y avoir de bon, de faire des très bonnes émissions encore plus régionales avec des petites histoires de poules, de lapins, des choses qui sont amusantes et puis des choses qui font voir les hommes tels qu'ils sont. Une décennie s'achève, l'ORTF éclate en 1974, fin de programme, France 3 Régions, zappe la grande épopée des pionniers fantaisistes.
Vous avez reconnu bien évidemment Louis de Funès, qui habitait Le Cellier en Loire-Atlantique. Et puis un autre monsieur que vous avez vu à l'intérieur de ce reportage, Alain Perfit. Il n'était pas présentateur télé, il était ministre de l'Information à l'époque. Et évidemment, les unes après les autres, il se rendait dans les antennes régionales pour les inaugurer. Bonsoir Anne Baugé. Merci Stéphanie. Bonsoir Emmanuel. Alors dites-moi pourquoi votre joli visage évoque quelque chose à quelques-uns de nos téléspectateurs les plus anciens. Parce qu'il y en a quelques-uns qui se souviennent de l'époque de la télé régionale où il y avait des téléspeakerines. Vous étiez on disait téléspeakerine. Téléspeakerine, voilà, exactement. Donc moi j'ai été la deuxième téléspeakerine à Nantes, puisqu'il y a eu Daniel Lecor avant moi. Et moi je suis arrivée en octobre 67 à l'issue d'un concours dont certaines personnes se souviennent. Exactement. Et nous, on a les petites archives. On va regarder ce concours et on en dit un mot juste après. D'accord. Mais l'heure de la rentrée avait sonné en ce début d'octobre. Et ce fut le moment choisi par notre ami Jean Doublet de Nantes pour diriger la plus jolie classe du monde. Celle des 101 jeunes filles sélectionnées pour postuler aux fonctions de speakerine de Télé Pays de Loire. 101 têtes studieuses, 202 jolies jambes, les têtes travaillaient, les jambes avaient des picotements, les cœurs battaient fort, le trac était là, partout. 25 candidates furent retenues, passèrent devant les caméras, et ce fut Anne qui fut élue. Et pour une rétrospective sans prétention, voilà bien la fin la plus heureuse qui soit. Et ce fut Anne qui fut élue. Et Anne, voilà. C'est vous. Donc les téléspectateurs ont voté. Les téléspectateurs ont voté. Première épreuve de culture générale, les 101 candidates. Deuxième série, 25 candidates retenues, une audition dans les studios de la Loué. Et troisième épisode, 5 candidates retenues qui sont chacune passées un soir à la télévision, comme si nous étions des vraies téléspeakerines. Ouais. Et à l'issue de ça, les gens ont voté, le public a voté et j'ai eu la chance d'être choisie. Quand vous parlez des studios de la Loué, je précise pour les téléspectateurs, c'est bien sûr à Haute-Goulaine, au pied de l'antenne de notre émetteur actuel. Qu'est-ce qui vous plaisait tant à l'époque, vous, la jeune fille que vous étiez, pour vouloir approcher, entrer dans ce monde de la télévision qui démarrait en région? Qui démarrait, tout à fait. Bon, je ne sais pas si c'était très très précis. Alors c'est vrai que j'aimais le goût, le contact avec le public. Je faisais de la danse, je faisais du théâtre, plein de choses de ce type. J'avais fait quelques petits défilés de mode. Donc j'aimais le contact avec le public et ça me paraissait un complément naturel. Ouais, un complément, parce que le contact avec le public, quand on est dans un studio, on ne l'a pas. On est chez le public quand on est reçu, mais on ne le voit pas, ce public. On l'a de manière indirecte. Et puis, tout simplement, parce que je me suis dit que c'était une façon de payer mes études, puisque je faisais des études d'anglais à l'époque, et donc j'avais besoin d'argent de poche, mes parents avaient très peu d'argent, et donc ça me permettait de financer mes études. Alors vous travaillez dans les studios, oui. Là on vous voit avec le casque, avec les micros. Justement, vous gagnez combien à l'époque? 450 francs par mois. J'avais mis tous les billets sur un mur, tellement j'étais fière d'avoir gagné cette somme qui paraît très faible, mais qui était très importante pour moi. Il y a eu le changement de monnaie aussi à l'époque. Voilà. Il y avait des petits avantages à être speakerine à la télé à Nantes. Alors les petits avantages, dès le premier jour, quand j'ai été sélectionnée, le plus grand coiffeur de Nantes m'a appelé en me disant Anne, vous pouvez venir quand vous voulez, on vous coiffera gratuitement tous les jours si vous voulez. Donc ça c'était très sympa. Et puis tous les jours, j'allais dans une boutique de Nantes l'après-midi chercher des vêtements qu'on me prêtait pour passer à la télévision le soir. Donc j'avais une garde-robe en apparence extraordinaire. Ça a changé un petit peu aujourd'hui. En quoi consistait concrètement votre travail? Parce qu'il y avait les speakerines, donc ouais. Daniel Lecor et vous-même un soir sur deux en alternance, et il y avait quand même Jean Doublet, le présentateur, le journaliste. Voilà. Et les autres, complémentaire? Comment ça se passait? Alors on avait un rôle quand même très très limité, puisqu'on arrivait avant le journal, on annonçait le journal, on donnait quand même la météo, et puis après le journal, on repassait pour dire au revoir et donner rendez-vous le lendemain soir. C'était très limité, mais bon, c'était sympa quand même. Vous ouvriez, vous fermiez la tranche régionale. Voilà. Est-ce qu'il y avait une concurrence entre les deux speakerines, la blonde et la brune? Non, pas du tout, pas du tout. Non, Daniel d'abord a été là depuis plus longtemps que moi, elle était plus âgée que moi, c'était la femme, c'était un peu comme une grande sœur pour moi. Non, c'était très sympa entre elle et moi. Ça vous dirait de vous revoir, vous et elle, à l'époque? On va regarder ce petit extrait où vous souhaitez la bonne année aux téléspectateurs. Parce que ça, oui, avec plaisir. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Oh mais attendez, ce soir, je ne suis pas tout à fait seule pour vous dire bonsoir. En effet, Anne est à mes côtés. Eh bien oui, Daniel, puisque nous avons tenu à être toutes deux parmi vous ce soir, car aujourd'hui, je crois, pour tout le monde, un jour un peu exceptionnel. Exceptionnel, bien entendu, puisque c'est le dernier jour de l'année 1968. C'est donc aussi notre dernier journal télévisé pour cette année. Et à cet effet, Jean Doublet, dans quelques instants, va vous proposer une rétrospective des événements télévisés importants
de l'année qui s'achève. Et puisque demain, nous serons en 1969, c'est avec quelques heures d'avance et de la part de toute l'équipe de Télé Pays de Loire que nous vous présentons nos meilleurs vœux de nouvelle année. Oui, une bonne et heureuse année à vous tous. Et un joyeux réveillon. Le charme et la séduction à l'image, ça opérait sur les téléspectateurs, ils vous en parlaient quand vous les croisiez dans la rue? Oui. Je pense que c'était mon côté jeune fille sage, je pense, qui plaisait. Et d'ailleurs, un jour, une dame, ce jour-là, j'avais fait des bouclettes, et donc ça changeait de ma coiffure bandeau, lisse, coupe au carré. Et elle n'était pas contente du tout parce que c'était pas mon style. Et elle m'avait envoyé un courrier pour me dire qu'il fallait que je revienne à ma coiffure de jeune fille sage. Donc je pense que c'est ça qui plaisait. Bon, après, vous avez fait de la radio jusqu'à devenir patronne des programmes à Toulouse de Radio France. Voilà, tout à fait. Donc la radio, il y a eu l'émission Estuaire, donc c'était Radio Pays de Loire à l'époque, donc il y a eu pas mal d'émissions. J'allais dans la région, dans les petits patelins tout autour de Nantes faire des émissions, c'était très sympa. J'avais une série également sur les Nantais d'ailleurs, j'avais eu l'occasion d'interviewer... Comme quoi on n'invente rien, parce qu'on a aujourd'hui une série sur les Ligériens du bout du monde. On fait toujours un petit peu la même chose, c'est certain. Il y a eu le début de Fila, qui est devenu FIP après. Voilà, donc il y a eu plein de choses parce que c'est vrai que les speakerines, ça s'est arrêté à un moment donné. Donc la radio, qui après une autre vie professionnelle. Il fallait être capable de trouver autre chose. Merci Anne Bauger d'être passée nous voir, ça m'a fait très plaisir de vous retrouver. Aussi. Alors on nous pose souvent la question de savoir comment se passait et se passe encore une journée à la télé. De quelle façon les journalistes et les techniciens travaillent-ils ensemble, évidemment? Eh bien, Éléonore Duplat et Antoine Robert ont étudié l'évolution du travail à la télévision au fil des ans. Mais évidemment, devant l'ampleur de la tâche, on ne peut pas leur en vouloir. Il se peut parfois qu'ils aient un petit peu mélangé les bobines et les époques. « 1964, une petite porte de la rue des Oulières à Nantes. Dans le bureau du rédacteur en chef, la télé régionale s'invente dans un joyeux désordre. Les enfants, il faut penser maintenant au journal de ce soir. Jean est là? Jean est parti prendre un jus. Christiane est parti chez le coiffeur. 2014, sur l'île Beaulieu, la rédaction a bien grandi. Bonjour. L'ancien laboratoire de développement des films abrite la conférence de rédaction où se partagent les infos, le café et surtout les sujets de reportage du jour. Anthony, tu vas sur la conférence de presse de l'équipe de France. Il faut que tu nous ramènes de l'info. Hein. Est-ce que la France va venir à Nantes ou pas? Mais ce jour-là, dans les entrailles de nos locaux, un esprit malicieux a décidé de rendre hommage aux 50 ans de la télévision. Dans les placards de matériel, des phénomènes étranges se produisent soudainement. Une caméra éclaire celle des années 60. À l'époque, quand elle sortait, nos équipes de télé faisaient tout un cinéma. Non, pas... Bon, alors voilà, tu annonces, tu fais Pépé, 1/5. Voilà, allez, hop. Fini le clap. Une équipe aujourd'hui, c'est un rédacteur, un journaliste reporter d'images et parfois un preneur de son. Là, on est parti. Quand tu veux, Yannick. Anthony, tu peux me passer la carte? Ouais, voilà. Tiens. C'est quoi ça? C'est un film, c'est une pellicule. Oh, mais intérieur, Anthony, on tourne avec des cartes maintenant. Le vol du siècle, eh ben c'est que ça va trop vite. En 50 ans, une chose au moins n'a pas changé. Le reportage, une fois tourné, doit partir en montage. Quand nos anciens jouaient de la colle et des ciseaux, nous tâtons du clavier, du stylo et surtout de notre matière grise. D'ailleurs, qui est en rénovation. Hein, on a effectivement la capacité d'aller sur l'île, hein, puisque l'île... C'est bon. Allez, au mixage. Oh, pardon. Je croyais que j'allais abîmer. Pas grave. C'est pas là. Tu vois? Ah, c'est ça.
On m'a chargé de remettre cette bobine, Coco. Pas de temps, Coco. Oh, l'heure qu'il est. Ah, il faut que je m'en aille en régie. Allez, à toi, je lis. La régie, le point de convergence, lieu du direct et de toutes les urgences, petites ou grandes. Il est où le sujet handball? Il n'y a rien là dans la coquille. Le sujet handball, vite! On n'a toujours pas le sujet? Si, j'arrive. Ah, on l'a. Bon, voilà. Quoi? Voilà. Okay. Le film. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Il faut le monter sur le télécinéma, vite fait. Mais j'ai l'air d'avoir... On n'a pas le sujet, hein? Il est dedans, dans les serveurs, il est dans le serveur. Ouais, ça y est, il doit être là. Ah oui, c'est lui. Eh bien, mesdames et messieurs, vous voudrez bien excuser ces quelques incidents de départ, tout à fait indépendants de notre volonté. Mais tout d'abord, voici la météo. De gros nuages assombriront notre ciel, mais ils devraient se dissiper rapidement. Les vents se rafraîchiront pendant que des éclaircies passagères... Ah! Coupez! La commute! Ah! Passez le générique! Non! Qu'est-ce qui a foutu cette musique-là? Sport à présent. À Nantes, les matchs de l'équipe de handball attirent de plus en plus de curieux, des fans portés par le succès du HBC. Et bonne nouvelle pour tous ces passionnés, l'équipe de France devrait bientôt les rejoindre. C'est un tournoi exceptionnel qui aura lieu début 2015. Anthony Brulez et Daniel Le Floch ont suivi pour nous la conférence de presse. Yes! Ouf, le journal est sauvé. Parti pour la postérité dans les rayons de nos archives ou qui sait, il sortira peut-être dans 50 ans pour le centenaire de la télé régionale. Et voilà, vous savez à présent comment se déroule une journée à la télévision. C'est un petit peu romancé, mais il y a beaucoup de vrai quand même dans ce que vous avez vu, même si on a mélangé les époques. Je me trouve à présent dans une salle de montage, une salle où on assemble donc les reportages avant la diffusion. Et je retrouve Alain Morel. Bonsoir Alain. Bonsoir. Vous étiez monteur et vous avez monté sur les bobines de films, comme on les appelait à l'époque. Voilà. Alors comment ça fonctionnait? On vous a vu dans le reportage en train de couper et de cliquer. Donc une bobine. Voilà les bobines films. Développé. Une chose qui doit assez étonner nos jeunes téléspectateurs parce qu'aujourd'hui tout est sur fichier. Quelle était la complexité quand une équipe de reportage venait avec ça et vous amenez ça pour monter ensuite le reportage? Il fallait passer d'abord au laboratoire de développement. Donc selon où c'était un petit sujet sur une bobine de 30 mètres, ça passait rapidement dans la machine. Si ce n'était pas urgent, au développement, ils attendaient d'autres reportages de façon à faire une galette plus importante. On mettait le chargeur, ça sortait des machines. Et une galette, c'est ça, une galette, c'est un ensemble. Une galette, c'est ça. Et il y avait un temps de séchage? Donc temps de développement, temps de séchage? Voilà. Il fallait compter à peu près, s'il y avait juste une petite bobine de 30 mètres, 10 minutes. D'accord, donc ça veut dire que régulièrement des reportages qui arrivaient tard dans l'après-midi ne pouvaient pas être diffusés le soir même? Non, il fallait après, s'il y avait un petit peu de montage, il fallait bien au minimum 1 heure avant. Ouais. Mais on diffusait quand même des actualités récentes? Ah oui, tout à fait. Là, on collait à l'actualité. Alors on collait, vous avez beaucoup collé dans ce moment des mobiles. C'est pour ça que les monteurs, les soirées de montage étaient très pénibles souvent parce qu'il y avait une pression terrible. Il y avait cette épée de Damoclès là, de 19h, il fallait que la bobine soit absolument prête à 19h. Ouais, c'était l'heure fatidique, exactement. Ah, oui. C'est comme un train, il faut que ça parte à l'heure, normalement. Voilà. Et puis alors, surtout, le son était séparé de l'image. Ça, on a du mal à concevoir ça avec les moyens modernes qu'on a aujourd'hui, sur les smartphones notamment. Quand on enregistre une image, le son est avec. Là, c'était distingué, c'était distinct. Oui. Il y avait la caméra d'un côté, il y avait le magnétophone, les Nagra qu'on appelait là, et donc il y avait une bande son. Donc nous, au montage, on avait une table dite muette où il y avait uniquement les galettes film et une table où il y avait aussi des lecteurs de son. Alors il y avait la double bande, la triple bande, la quadruple bande, parce qu'il y avait les interviews sur une bande, il y avait les bruitages sur une autre bande et éventuellement des musiques enregistrées sur l'autre bande. Et après, il fallait synchroniser en tout cas. Donc on lisait sur les lèvres des gens interviewés pour faire apparaître le son. C'est-à-dire que là, on avait ce qu'on appelait le clap, là. Vous voyez, hein? Donc l'équivalent, c'était ça. On tapait dans la main. Donc sur la bande son, on avait le clac et sur le film, on avait la fermeture du clap. Et donc, sur la visionneuse, on mettait un poinçon sur la lumière pour repérer l'image. Et sur la bande son, on mettait une croix au feutre.
Et puis tout ça devait se dérouler parfaitement. Donc le montage se faisait avec ce qui précédait, et une fois qu'on avait synchronisé ce qui était sur la droite devant, qui allait rejoindre la galette qu'on allait remettre après en régie, il fallait que ça soit absolument synchrone. Et c'était synchrone puisqu'on entendait et on voyait les gens parler. Voilà comment se passait le montage à l'époque. Merci beaucoup, absolument. Alain Morel. Puis ensuite, les moyens, évidemment, les technologies ont évolué. On en parlera tout à l'heure avec Guy Clément, votre ancien patron. Merci beaucoup, Alain, de nous avoir expliqué comment on faisait du montage à l'époque. Je vais rejoindre dans un petit instant Patrick Visonneau, un ancien journaliste en salle de rédaction. Mais d'abord, on s'est aperçu que la télé, ça vous amusait. Et très vite également, à l'arrivée de la télé en 64, nos aînés également. Il y avait un pouvoir entre les mains déjà, pouvoir d'informer, mais aussi de divertir, de s'amuser pour amuser. Exemple, à la foire de Nantes, c'était en 1964. Monsieur, vous connaissez Télé Loire Océan? Oui, monsieur, oui. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je trouve ça absolument idiot. Je vais vous dire une chose, c'est que depuis que nous avons acheté la télévision, j'ai une partie de ma famille qui est à l'asile, car ça leur a complètement tourné la tête. Ensuite, n'est-ce pas, chez ma femme, elle a cassé au moins 3 ou 4 postes. Oh, mais c'est un désastre. Je ne sais pas ce que vous avez dans la tête pour faire des émissions semblables. Je n'en suis pas satisfait du tout. Pas du tout, parce que, d'une part, moi je considère que vous avez des propos qui sont à peine sortables, qui sont tendancieux, et qu'on ne peut même pas... on est obligé d'ailleurs, on a été obligé plusieurs fois de couper à cause de nos enfants. Oh, vous savez, hein, dans l'ensemble, c'est plutôt moche. Moi, je ne peux pas dire que j'y trouve un grand intérêt. Hein. Au début, j'ai suivi l'émission, mais maintenant, non. Non, vraiment, c'est de la télévision infantile. Je m'excuse, monsieur, mais enfin, je suis heureux de vous rencontrer, mais à l'écran, ça va pas. Monsieur, que pensez-vous de l'émission nantaise? Qu'est-ce que vous pensez en général des reportages? De la présentation? C'est pas... Dites-moi, monsieur, excusez-moi de vous déranger, que pensez-vous de l'émission nantaise? Quelle émission? Télé Loire Océan, oui. Bah, je suis bien content que vous me posiez la question, parce que longtemps que j'avais envie de dire ce que j'avais sur le cœur. Hein. Bah, écoutez, monsieur, hein, je ne sais pas qui vous avez comme caméraman là-dedans. Hein. Je ne sais pas qui vous avez. Je ne sais pas où ils ont pris leur boulot, mais moi, je fais de la photographie d'amateur depuis une dizaine d'années. Hein. Je photographie mes mômes, je photographie les machins. Écoutez, moi, je fais du meilleur travail. Hein. Alors là, c'est pas difficile, hein, parce que votre émission, franchement, ça vaut pas un clou. Moi, pour moi, ça vaut pas un clou. Mais non, je vous assure, ça vaut pas un clou. Mais non, écoute... Mais écoutez, mais non, faut pas vous fâcher. Alors, maintenant, disez pas ça pour vous faire de la peine. Mais... Allez, venez, je vais vous payer quelque chose. Allez, venez. Évidemment, c'était un poisson d'avril. Ça se perd un petit peu d'ailleurs d'année en année à la télévision. C'est un peu dommage. Bonsoir Patrick Visonneau. Bonsoir. Vous connaissez bien ces locaux et pour cause. Vous en avez été le grand patron pendant quelques années, c'est-à-dire directeur régional, directeur du pôle Nord-Ouest, c'est-à-dire 6 régions, dont celle évidemment des Pays de la Loire. Mais ce qu'on sait moins, c'est que vous avez commencé comme tout jeune journaliste ici à Nantes. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez poussé la porte d'un studio de télévision? Oui, en fait, j'ai commencé même pas comme journaliste, j'ai commencé comme stagiaire, c'est-à-dire qu'un jour, poussé par ce qui est quand même, je pense, quelque chose de très journalistique, poussé par la curiosité, une très grande curiosité. Une saine curiosité. Une envie de l'assouvir. J'ai poussé la porte de ce qui était à l'époque l'ORTF à Nantes, c'était rue des Oulières, près de la prison, entre la prison et le conservatoire. Vous voyez, c'était... Et je suis tombé là sur un rédacteur en chef qui était très accessible. Je lui ai dit, voilà, moi j'ai envie de connaître, savoir comment ça marche, ce qui se passe et tout. Et le gars, il m'a... Donc en fait, vous étiez étudiant, vous ne saviez même pas ce que vous alliez chercher. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Non, oui, j'avais aucune idée de faire ce métier. Non, j'étais intéressé par cette nouvelle technique. Par cette nouvelle technique, fasciné par l'image, hein, je dois dire. Hein. Je allais beaucoup au cinéma. Bon, voilà. Donc l'image, plus la curiosité, plus le côté de ce qui s'est appelé plus tard les médias, quoi. Hein. C'est-à-dire ce parfum de communication et puis ensuite de journalisme pur et dur. Voilà, c'est ce qui m'a amené dans ces locaux. Donc il y avait tout à faire. C'était une aventure qui commençait, il fallait la construire. Et voilà, avec du fond. C'est ça qui était formidable, c'est qu'en réalité, je ne me prends pas pour les premiers pionniers, là, qui étaient des gens comme Pierre Sabag, enfin les grands noms qui ont fait la télévision.
Mais simplement, à notre niveau, et dans ce qui a été ensuite la télévision régionale, on a quasiment tout inventé. C'est-à-dire qu'il fallait se débrouiller pour sortir un journal tous les soirs. Quand je dis qu'il fallait se débrouiller, le terme est léger parce que voilà, il y avait très peu de moyens. Il y avait quand même du matériel, il y avait des caméras avec des grosses bobines. Oui, absolument, mais du matériel très lourd, c'était l'horreur. Les caméras étaient énormes, elles pesaient plusieurs dizaines de kilos. Enfin bon, c'était très... il fallait vraiment avoir cette envie chevillée au corps de sortir les choses malgré un certain nombre de difficultés. Et comment s'exprimait le souci du téléspectateur? Parce que c'est bien beau de faire du travail, mais en télévision, l'objectif c'est qu'il soit regardé. Tout à fait, mais il y avait un lien très fort avec le téléspectateur. On était dans une période absolument monopolistique. Et donc le lien était très fort, les gens aimaient leur télévision, il y avait la fonction miroir, les gens se voyaient à la télévision. Et puis ça créait un petit noyau de gloire locale. Et voilà, tout ça a été extrêmement bien vécu. Il y avait une fascination partagée, à la fois de ceux qui faisaient la télévision, mais aussi de ceux qui la regardaient. Et il y avait assez peu d'esprit critique. Parce que tout le monde n'avait pas la télé. En 65, 40% des Français avaient la télévision, sur 48 millions de Français, alors qu'en 2013, il y a 6 écrans et demi par foyer, et il y a à peu près 30 millions de foyers. Vous voyez un petit peu près la proportion. Quoi. Mais en plus, la télévision, au départ, était un petit peu méprisé par les gens de l'image du cinéma, par exemple. Ah, justement, vous croyez à l'époque à l'avenir de ce média? Oui, moi alors, vous savez, c'est Godard qui a dit que le cinéma est un art et la télévision est un meuble. Alors, c'était vrai à l'époque. À l'époque, la télévision était un meuble. Et il y avait un certain nombre de gens qui croyaient dur comme fer que c'est quelque chose qui irait assez loin. Alors, c'est loin d'imaginer ce que c'est aujourd'hui, mais enfin voilà, on y croyait profondément. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez fait le 19 septembre 1987? Vous étiez dans les locaux là? Écoutez, pour être honnête, non. Vous avez fait une interview avec 3 confrères d'autres médias, presse écrite et radio, et vous avez interviewé le jeune maire d'une commune de la banlieue nantaise, plein d'avenir et plein d'ambition. On regarde et on en parle après. Bonjour. Après Michel Chauty, le sénateur maire de Nantes, la semaine dernière, c'est aujourd'hui Jean-Marc Ayrault, député socialiste de Loire-Atlantique et maire de Saint-Herblain, qui est aujourd'hui donc l'invité de ce Face à la presse, un rendez-vous qui va nous permettre de faire un tour d'horizon politique, tour d'horizon local, régional et national. Je suis élu maire en 1977 et le premier dossier que je trouve sur mon bureau, c'est le sillon de Bretagne. Avec le directeur de la société d'HLM, le Home Atlantique, nous décidons ensemble, en 1977, de lancer cette politique de réhabilitation. Alors Jean-Marc Ayrault, jeune maire de Saint-Herblain à l'époque, c'était 2 ans avant son accession à la mairie de Nantes, il était déjà député, vous le receviez. Quel souvenir vous gardez ça? Je peux vous dire d'abord un truc très amusant, c'est que Jean-Marc Ayrault et moi-même avons débuté ensemble. Alors, je n'ai pas de lien particulier avec lui, mais il était prof d'allemand, j'étais journaliste à France 3, et on m'avait envoyé faire une interview un jour de ce jeune prof d'allemand qui se lançait à la mairie de Saint-Herblain. Et ça n'intéressait pas un grand nombre de mes confrères parce qu'ils préféraient interviewer les grands barons de l'époque. Et lui faisait sa première télévision. J'ai fait ma première interview politique avec lui qui faisait lui aussi sa première interview en télévision. Donc là on est dans les années 1976 a priori, puisqu'il a été élu en 1977 la première fois à la mairie de Saint-Herblain. L'émission là qu'on vient de revoir, Face à la presse, vous en gardez un souvenir précis? Oui, enfin je revois un petit peu, j'en ai fait quelques-unes avec lui quand même. J'ai fait notamment un débat qu'on avait fait sur le maillet-braisé. Au moment de l'élection à Nantes, contre son adversaire. Donc là, la télé régionale avait toute sa place. Ah oui, là vraiment, on était extrêmement insérés dans la vie de la cité, et ce débat entre Ayrault et Augereau à l'époque a été, alors je ne sais pas si les gens se sont déterminés en fonction de ça, j'en suis pas sûr, mais en tout cas ça a été un moment politique important. Ouais, alors non pas que la télé régionale ne soit plus dans la vie quotidienne, bien au contraire, mais c'était le début et ça n'a fait que progresser. Vous vous doutiez que Jean-Marc Ayrault éventuellement allait avoir ensuite la carrière qu'il a eue et que vous alliez avoir la carrière que vous avez eue? Non, vraiment pas. Ce qui était certain, c'était qu'on avait ce regard sur lui, on voyait très bien que c'était un type qui était sur une phase ascendante et qu'on pourrait dire prometteuse. Bon, ça c'est certain, ça se sentait. On pouvait parier sur son élection à Nantes parce qu'à l'époque l'opposition était tellement déglinguée que... mais
quand même, ça n'a pas été facile pour lui. Et en réalité, non, je ne savais pas qu'il aboutirait à Matignon un jour, ça c'est certain, si c'est ça la question. Et vous, à la tête d'un des 4 pôles bah non de plus, France alors là, Télévisions. j'étais loin d'imaginer tout ça. Bon, restez avec moi, Patrick Vizonneau. On va rejoindre Guy Clément dans un instant. Oui. Et pour aller l'accompagner, on va regarder quelques images. Un événement se produit un soir à la télé. Regardez. Alors, c'est pas flagrant sur ce que vous voyez actuellement. Évidemment, les images sont en noir et blanc. Mais en fait, il faut savoir que la télé affiche les couleurs. Il suffit de tourner un simple bouton et la couleur apparaît chez celles et ceux, bien évidemment, qui sont déjà équipés à l'époque d'un poste permettant de diffuser la couleur. Voilà. Et nous arrivons donc en régie avec Patrick Vizonneau. La régie finale, c'est de là que partent toutes les images que vous voyez. Bonsoir Guy Clément. Bonsoir Emmanuel. Ça c'est une régie que vous connaissez bien puisque vous avez été le chef technique de cette station. Je reviens juste sur les images qu'on vient de voir. On voit les images en noir et blanc, mais on nous dit que la couleur arrive à la télé. On est en quelle année à ce moment-là? En avril 74. Ouais. Quel bouleversement ça a entraîné l'arrivée de la couleur? Techniquement, pour vous, pour vos équipes? Techniquement, écoutez, moi j'arrivais de l'extérieur. Hein. D'une partie purement technique, purement labo. Pour les gens de Nantes, d'un seul coup, ils découvraient la couleur. Si, c'était quand même une. Mais ça changeait le travail, les matériels ont changé tout de suite. Les conditions de travail journalistiques, non. Pas réellement, hein. Ça ne changeait rien pour eux. Au point de vue technique, bien sûr, par rapport à un signal noir-blanc, on rajoute des infos couleurs. C'est plus du tout les mêmes réglages, la même maintenance, c'est plus du tout les mêmes matériels, pas les mêmes caméras. On travaille d'une manière complètement différente. Là, il fallait on fabriquait notre décor nous-mêmes. Hein. Patrick se rappelle de ça. C'est avec beaucoup d'émotion qu'on en parle encore. Ouais, j'ai l'impression. Ouais. Aujourd'hui. Patrick Vizonneau, la couleur pour le téléspectateur, c'était quoi? Un confort de plus? Oui, c'est un confort. Pour les journalistes, ça ne changeait rien. Hein. C'était une question de prestige, quoi. Ça nous a donné un nouveau souffle et puis une espèce d'entrée dans le vrai monde, quoi. Le monde en couleur. Oui, oui. La couleur, c'est la vie. Sur les méthodes journalistiques, ça ne changeait rien. Ouais. Comment on travaillait quand on était technicien, quand on était journaliste? Comment on travaillait ensemble? On a vu avec Alain Morel, il fallait s'accorder au montage. Après, la télé, c'est pas que du montage. Comment ça travaille en bonne collaboration? Oui. Oui, on peut l'affirmer. Je peux témoigner. Moi, j'étais à l'époque rédacteur en chef et toi, tu étais chef de centre. Ouais. On avait un dialogue constant, quoi. Et il fallait comprendre les contraintes de l'un et de l'autre, enfin réciproquement. Quoi, hein. Il fallait que chacun comprenne que les choses n'étaient pas simples à mettre en musique, mais les techniciens se défonçaient pour faire ce qu'il fallait. Quoi. Il y a eu de belles soirées, hein, des moments épiques. Hein. On travaillait dans des conditions complètement différentes. Hein. L'utilisation du matériel aujourd'hui et surtout la fiabilité de ces matériels sont sans commune mesure par rapport à ce qu'on utilisait. Alors justement, là on a différents supports. On a une bobine de film, on a des cassettes. Oui. La plus grande évolution selon vous, elle est où? Je pense qu'elle est... Bon, déjà le passage du film à la vidéo, c'était... On est passé du film à une cassette. Ça, c'était une révolution. Ouais. C'était une révolution. Imaginez... Ces cassettes-là, regardez, et voilà. ça, c'est le support d'aujourd'hui. C'est une carte de 32 gigas. Ça cause de soi-même. La plus belle évolution, elle est là, selon Absolument, vous. Oui. Ouais. Bon. Oui. Après, le passage du film à la vidéo a imposé pour une catégorie de personnel. Les gens qui sont issus du film et qui travaillaient dans le labo film, ça, pour ces gens-là, ça a été une véritable révolution parce qu'il leur a fallu abandonner une technologie maîtrisée pour s'en approprier une autre qui était complètement inconnue. Certains ont changé de métier. Complètement. Un certain nombre ont connu une reconversion tout à fait réussie. D'autres, ça a été un peu plus difficile pour des gens un peu moins jeunes. C'était pas forcément évident. Et pour les journalistes, là, pour le coup, le passage de la pellicule à l'électronique, ça a accéléré le processus. C'est-à-dire que là où il fallait qu'on attende, grosso modo, une petite heure pour avoir, quand on rentrait de reportage, pour avoir la capacité de le monter, en électronique, c'était immédiat. On n'avait plus de temps de développement. Donc on rentrait plus tard de reportage et donc les nouvelles étaient plus fraîches. Vous en parlez encore avec les yeux qui brillent tous les deux. Guy Clément, il y a quelque chose que vous n'avez pas dit là ce soir, mais que vous m'avez dit au téléphone quand on s'est appelé avant, mais dit j'ai eu de la chance. J'ai eu la chance de. J'ai eu la chance de. C'est un mot qui revient régulièrement. Vous avez eu la chance de quoi? Oui. Écoutez, moi je résumerais cela en disant que
Mon métier, ce n'était pas un travail, c'était une passion. Mais j'ai eu effectivement la chance, je suis rentré tout à fait, un peu par hasard à ce qu'était la télévision. Tout le monde, à la sortie des concours, à l'époque, optait pour une technologie maîtrisée qui était la radio. La télévision, on n'en avait pratiquement pas. Donc vous étiez un franc-tireur. Moi, j'ai connu la RTF. La RTF, j'ai eu la chance d'appartenir à un labo qui a étudié, écoutez, très rapidement, le premier mélangeur couleur. On a commencé, pour les initiés, pour les techniciens, en fabriquant des images de télévision avec des tubes. Puis ensuite, on a tout reconstitué avec les transistors. Les circuits imprimés sont arrivés, les circuits intégrés. En parallèle, la télécouleur. Le premier mélangeur... Oui, moi, j'ai eu cette chance d'appartenir à cette équipe qui a fait le premier mélangeur couleur, le premier truqueur couleur, l'équipement du premier quart couleur de l'ORTF, le premier CAT qui était à Toulouse. Centre d'actualité télévisée. Vous vous rendez compte, c'est fabuleux. Oui, je vous dis, pour moi, c'était passion, peut-être exagéré. Même aujourd'hui, c'est le mot, hein, Patrick Bisonnova, quand on le voit. C'est formidable d'entendre ça et c'est partagé. C'est vrai que le mot chance est même aujourd'hui, ce logo, très fort. Oui. Ce logo de la 3, c'est génial. C'est fort. Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir fait partager votre expérience et votre passion toujours intacte. Alors, on parle de la télé, mais longtemps, elle fut associée à celle qui l'a précédée dans le temps. Je parlais bien évidemment de la radio. La TSF date évidemment du début du XXe siècle. Donc, radio et télévision cohabitaient dans les mêmes locaux avec les mêmes journalistes, les mêmes techniciens. Elles furent même regroupées au sein de ce qu'on a appelé l'ORTF avant de poursuivre évidemment leur existence chacune de leur côté. Il ne s'agit pas d'une décentralisation artificielle ou d'un quelconque moule parisien plaqué sur la province. Cette radio vit et veut se développer au cœur même de sa région, en l'occurrence les Pays de la Loire. Son support technique, un émetteur puissant et la qualité incomparable de la modulation de fréquence. Une radio qui informe, c'est-à-dire qui est à l'écoute de la réalité régionale et qui, chaque jour, la traduit, la commente, l'explique. Une radio qui divertit tout en s'efforçant constamment de promouvoir et de privilégier l'expression d'une région et de ceux qui l'habitent. Et je rejoins en salle de mixage, puisque c'est ici, depuis cette console, qu'on assemble tous les sons, qu'on travaille le son des reportages, Jean-Claude Assolan. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir Emmanuel. Ancien journaliste à France 3 Pays de la Loire, mais avant France 3 Pays de la Loire, votre carrière, vous l'avez commencé à l'ORTF, Radio Télévision Française. Office de Radio-Télévision Française. Alors vous avez démarré à la radio ou à la télé en fait? Les deux. J'ai démarré en radio en Allemagne en 72 et 73, où j'étais jeune journaliste. Et puis je me suis présenté à la région, au responsable de la région, Claude Lemoine, de l'ORTF. Il m'a dit, il y a un poste à Nancy. Et à Nancy, on faisait de la radio le matin, c'est-à-dire qu'on faisait un bulletin à 6h30, le journal à 7h, et à 10h, on était en conférence de rédaction pour la télévision avec un reportage dans la foulée. Donc les deux supports dans la même journée? Absolument. C'était facile, c'était original en tout cas pour l'époque de passer d'un support à l'autre comme ça. Oui, mais en même temps... Aujourd'hui on a du mal à concevoir ça. Ben oui, c'est évident, mais en fait on avait la moelle. C'est-à-dire qu'on était un petit peu des défricheurs de terrain et on y allait avec beaucoup de cœur, on ne comptait pas nos heures, mais c'était parfois fatigant, d'autant qu'on travaillait 6 jours sur 7. Ouais, alors on a beaucoup parlé de la technique télévisuelle dans cette émission, la technique de radio, c'était comment à l'époque? Alors la technique de radio au départ, on partait avec un preneur de son, un Agra, Kudelski, et puis on faisait nos reportages. Donc un Agra c'est un gros appareil d'enregistrement? Un gros appareil d'enregistrement, puis après on est parti avec un UR, un plus petit appareil. On partait pour la journée, très souvent, on allait tourner notre reportage, on revenait, on le montait un petit peu comme ça se fait maintenant, mais on allait très loin, parce que moi je me souviens à Radio Pays de la Loire, on faisait les 5 départements de la région. On allait en Mayenne, quelquefois tard dans la soirée, on revenait au petit matin, on faisait le montage, on ne comptait pas nos heures encore une fois. Il n'y avait pas les bureaux décentralisés qu'on a aujourd'hui? Absolument pas. Et qui permettent à des équipes sur place de traiter l'actualité plus rapidement. C'est venu après avec Radio Mayenne en Mayenne. Ouais. Et alors l'ORTF a éclaté au bout d'un moment, radio et télé se sont séparés, et vous avez fait le choix de la radio? Alors j'ai fait le choix de la radio parce que c'était plus souple. Le terrain était plus facile, j'allais dire, entre guillemets, à prospecter, parce que la télé, c'était lourd. Il y avait 4 personnes, donc c'était pas toujours facile. Tandis qu'en radio, on avait des reportages beaucoup plus faciles à faire, quoi. C'était évident. Vous étiez plus deux en radio à cette époque-là, vous étiez tout seul? Alors ensuite, oui, on partait avec notre Nagra dans la campagne, et puis on revenait, et puis voilà. Mais on était toujours dans le même bâtiment, en fait, à la fois radio et télévision,
avant la séparation. Ouais, Et ce qui ensuite, vous ça plaisait s'est fait. beaucoup aussi, je crois, c'est la proximité. En quoi la radio était plus proche des gens que la télévision? Eh bien, nous, on était un petit peu la conquête de l'Ouest, le Far West, les chariots. On allait, on faisait tous les sujets et on le faisait rapidement et on était tellement bien reçus que pour nous, c'était un véritable plaisir. On n'avait pas l'impression toujours de travailler, mais en fait, de mêler travail et loisir en même temps. Ouais, la télé, c'était déjà les stars. La télé, oui. Les gens, il y avait que 3 chaînes, donc c'était pas dispersé entre guillemets. Enfin, c'était pas aussi multiple que maintenant. Et donc, les gens de télévision étaient des stars quand ils arrivaient. Il y avait Actualité télévisée, les voitures rouges, les voitures blanches et bleues, et c'était un plaisir. Merci beaucoup, Jean-Claude, d'être venu nous parler de cette tranche de vie donc, à la radio au moment de l'ORTF. Alors, on a vu tout à l'heure des débuts de la télé régionale, hein, les années 64-74. Une autre décennie très intéressante et va vous rappeler les souvenirs. Il s'est passé plein de choses entre 1984 et 1994. Courtois, voilà un nom que l'histoire régionale retiendra. Une prise d'otage en direct, filmée par une des équipes de reportage de FR3, prise au piège, à l'intérieur du tribunal. Les exigences seront donc formulées clairement, sans équivoque. Il convient pour les forces de police, il conviendrait aussi qu'ils arrêtent de téléphoner, hein. Bien. Puisque j'ai dit qu'ils n'ont pas à nous appeler, c'est nous qui les appelons. Faut pas renverser les rôles quand même. Bien. 36 heures de folie, des images dignes d'un polar qui se terminent sur les pistes de l'aéroport de Château-Bougon. Des allumés, finalement il y en a plein les rues de Nantes. Des artistes débarquent de Saint-Pétersbourg ou Barcelone. Royal Deluxe et la Mano embarquent pour l'Amérique du Sud. Une aventure totalement déjantée sur le Melquiades. Les grandes heures d'une ville endormie qui se réveille enfin. De mémoire de Nantais et même avec les grèves de 1955, c'est la première fois que forces de l'ordre et travailleurs s'affrontent aux portes des chantiers. Sur les quais de Loire, ce n'est pas toujours la fête. La navale n'est plus ce qu'elle était. Malgré la lutte, les grèves, les ouvriers des chantiers du Bijon n'auront pas le dernier mot. En 1987, le dernier navire prend la mer. Les hommes sont accablés. Ces femmes, en revanche, sont encore debout, prêtes à tenir tête au patron. Chez Chantel, elles ont beau coudre de la soie. Face au chef, ces filles-là n'ont jamais fait dans la dentelle. En 1994, pourtant, l'usine est condamnée. La fin de 10 ans de combat. L'actualité n'est certes pas toujours souriante, mais en 1990, la naissance de l'édition locale d'Estuaire va changer la donne et le ton. À l'antenne, le style est décapant. Les journalistes se lâchent. Dis donc, toi, tu piques pas ma cheminée, hein? Vous la trouvez comment, la mère Noël? Pas mal, hein? Madame, visiblement, vous avez sans doute besoin d'un préservatif. Hein? Oh, c'est une plaisanterie. La décennie a filé à très grande vitesse avec l'inauguration du TGV et l'arrivée du tram. Les transports régionaux se développent, la mutation du territoire est engagée. Les villes voient désormais grand et se rêvent en métropole. Et donc vous voyez travailler Michel Toutain, notre réalisateur, Muriel, notre script et tous les techniciens émérites à l'intérieur de ce quart de captation qui nous permet donc de réaliser des émissions à l'extérieur de nos studios. Un CCR, un quart de captation régional. Voilà, je les laisse travailler et on va justement parler de ce qui s'est passé avant. La télé régionale est de 1964, je vous l'ai dit. Et ensuite, les décideurs ont mis en place des éditions locales pour être toujours plus proches de vous et de l'actualité qui vous concerne. Maine est arrivé pour le département de la Sarthe et puis Estuaire pour celui de la Loire-Atlantique et plus précisément pour l'actualité qui va de Nantes à Saint-Nazaire. Une édition que vous regardez sur votre écran, bien évidemment, depuis 1990. Qu'est-ce que c'est cette nouvelle TV? Voyons, c'est TV Estuaire, la TV qui sort du vestiaire.
Il est loin, mine de rien, le 22 octobre 90. Estuaire a 8 ans, ça fait des milliers de reportages et de souvenirs. À Nantes, ou bien l'été à La Baule, la petite équipe a entassé des photos et des objets fétiches exposés pour fêter la 2000e édition. Alors la valise, là, c'est un des plus beaux objets de la collection, puisque c'est la valise mythique de Xavier Cosset, notre rédacteur en chef, qui, quand il allait à La Baule, emmenait tous ses dossiers dans sa valise. Et on a retrouvé une image sur un reportage d'arrivée à La Baule où Xavier avec tous ses cheveux et sa valise à dossier, donc la petite étiquette à côté. L'aventure continue, c'est sûr, il y a davantage de moyens, mais le créneau est bien le même, la proximité. Comme le disait il n'y a pas très longtemps un téléspectateur, oui, alors la locale, c'est c'est l'information cantonale, communale, oui, c'est ça, il n'y a rien d'autre. Et le cantonnier en chef, c'est quoi son rôle? Le cantonnier en chef, c'est d'être à l'affût de ce qui se passe dans son village. Estuaire a désormais beaucoup de petites sœurs. France 3 continue à développer l'information de proximité. Des projets, il y en a, des études sont en cours. L'avenir, ce sera les 10 ans d'Estuaire. Et après, sans doute les 11 ans. Retour sur le plateau d'enquête de région et plus précisément encore sur le plateau de France 3 Pays de la Loire, puisque vous le voyez, c'est d'ici que sont diffusés nos journaux, celui du midi, celui du soir également. Alain Starita, bonsoir. Bonsoir Emmanuel. Vous êtes le délégué régional de France 3 Pays de la Loire, en clair pour les téléspectateurs, le responsable de l'antenne. Tout ce qui passe à l'antenne est sous la responsabilité d'un homme, lui. On vient de parler d'Estuaire, il y a aussi France 3 Maine, nos 2 éditions locales. Est-ce que c'est une tendance qui va continuer de se développer, toujours plus de proximité ? Bien, justement, je parlerai moins du caractère local que de la proximité. La proximité, c'est véritablement l'ADN de France 3, au travers de ses 24 éditions régionales, de ses 40 éditions locales. Mais cette proximité, elle se déplace aujourd'hui. C'est une proximité, certes géographique, mais c'est aussi une proximité d'intérêt. Et l'on peut être à l'autre bout du monde et avoir un intérêt pour l'actualité des Pays de la Loire. Et donc, en toute proximité, même depuis l'Australie, on peut accéder à des contenus, à de l'information, à des programmes venus de ce territoire ligérien. D'ailleurs, on a un programme qui s'appelle les Ligériens du bout du monde, qui passe avant le journal régional. Ça veut dire que ceux qui font leurs études ou qui travaillent à l'étranger peuvent continuer de suivre l'actualité de la région. Par Internet, par le replay, par la TNT aussi ? Tout à fait. Et aujourd'hui, en réalité, France 3 est un service public, je le rappelle. Et donc, notre mission de service public, c'est d'être présent là où se trouve notre public. Et notre public, aujourd'hui, se déplace. Un téléspectateur sur 2, 48% pour être précis des téléspectateurs, regarde de la télévision en dehors d'un écran comme celui qui est à côté de nous. C'est-à-dire sur les smartphones, sur les tablettes, sur l'ordinateur. Et même quand on regarde les images à la télévision, très souvent, cette télévision est reliée à une box. Et qu'est-ce que c'est? La box, c'est de l'Internet. Et par conséquent, aujourd'hui, la consommation ou l'accès à la télévision s'est largement diversifié et nous devons être présents sur l'ensemble des supports. Alors justement, vous parlez d'Internet. On a ici à France 3 Pays de la Loire une cellule web, comme on l'appelle, 4 personnes à temps plein qui diffusent des informations, un fil, on dirait en continu, qu'on voit apparaître à l'image en ce moment sur notre site Internet France 3 Pays de la Loire. Vous parliez des supports, le smartphone, la tablette, l'ordinateur. Il y en a des nouveaux qui sont attendus dans les années qui viennent ? Sûrement, l'imagination de tous ceux qui fabriquent ces nouveaux supports, ces nouveaux matériels est sans limite. On peut s'attendre peut-être demain à voir des images, c'était déjà le cas au travers de lunettes, par exemple. Mais en réalité, tout à l'heure, vous aviez la gentillesse de dire que j'étais le patron de l'antenne. Mais en réalité, les futurs patrons de cette antenne, ce sont celles et ceux qui nous regardent, sont les téléspectateurs, avec la délinéarisation du visionnage de la télévision. C'est-à-dire que le téléspectateur va peu à peu, et il commence déjà aujourd'hui, prendre la main sur les programmes pour venir voir ce qu'il a envie de voir sur le support qu'il souhaite au moment où il le souhaite. Et ça va être la grande tendance des années qui viennent. Mais c'est pas lui qui fait le choix de ce qu'on met à l'antenne, quand même. Le choix du contenu. Alors, est-ce que justement... Mais il va faire le choix du contenu et du moment où il va vouloir le visionner et le regarder. C'est-à-dire que notre journal de 19h, par exemple, sera toujours diffusé à 19h parce qu'en réalité, il y a une nécessité de fidéliser le téléspectateur, de lui donner un rendez-vous régulier et récurrent. Mais ce journal de 19h, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, il sera disponible en réalité dès que les reportages seront prêts. Ça commence déjà à être le cas. Mais demain, on viendra voir son journal, voir son feuilleton, voir son émission de divertissement au moment où on en aura besoin. Ça veut dire que nous allons passer d'une télévision de l'offre à une télévision de la demande. Ça veut dire qu'on doit adapter le contenu. C'est cela, nous ne serons plus des diffuseurs, nous allons devenir des éditeurs. Il y aura toujours des diffusions. Mais alors quel est le travail journalistique si jamais on doit vraiment adapter le contenu en fonction du plus grand nombre ? Est-ce qu'on se soucie uniquement
du téléspectateur ou quand même de l'information? Alors, il faut distinguer deux choses. Il y a l'offre éditoriale dans son contenu, et ça, c'est le travail des professionnels de la télévision de s'assurer du meilleur contenu possible. Vous savez, vous pouvez fabriquer vous-même votre baguette chez vous en achetant un pain présurgelé. Est-ce que ça fait de vous un boulanger pour autant? Je ne crois pas. Pas franchement. Voilà. Donc nous essayons de mettre le meilleur de nous-mêmes dans les contenus et nous mettrons à disposition ces contenus dans le futur sur l'ensemble des supports. C'est déjà le cas et ça va s'accroître. Évidemment. Alors la place de l'info régionale là-dedans, parce qu'avec la mondialisation, des supports, des contenus, etc., est-ce que même si les gens peuvent avoir accès à leur info régionale quand ils sont au bout du monde, est-ce qu'ils vont vraiment la chercher? Quelle est la place? Est-ce qu'on doit la renforcer? Et si oui, comment? Moi, je crois que la chance de la télévision régionale dans les années qui viennent, au-delà de tout ce que l'on vient de dire sur la déstructuration de la manière dont on regarde la télévision, ce sera d'être présent évidemment sur l'événementiel, donc c'est l'actualité du quotidien, et puis sur les grands événements. Ce ne sont pas les grands opérateurs, on parle beaucoup en ce moment de Netflix, qui est ni plus un choix de programme par abonnement. Bon, c'est un choix de programme par abonnement. Bon, on en parle, on dit c'est la fin de la télévision, pas du tout, parce que ce n'est pas cet opérateur-là ni d'autres qui feront le départ du Vendée Globe ou bien l'ouverture du procès Xynthia. Ce sera toujours la télévision de proximité. Ouais, il y a encore un avenir pour la télé régionale aujourd'hui et France 3 Pays de la Loire en particulier? Tant qu'il y aura des téléspectateurs en attente d'informations de proximité, il y aura un avenir pour les éditions régionales, les éditions locales de France 3. Et aujourd'hui, vous en êtes le garant. Merci beaucoup Alain Astarita d'avoir participé à ce premier numéro de la saison d'Enquête de région. Alors tout ce que vous voyez à l'antenne depuis des années est fait évidemment par des gens, on vous l'a expliqué dans cette émission, qui font de la télé sérieusement, mais parfois, eh bien oui, il faut bien le dire, il y a des images qui ne partent pas au bon moment. Un présentateur qui de temps en temps se trompe, ça arrive très très rarement, mais ça arrive quand même. Ou alors qui est pris d'info-rire ou toute autre chose. Et évidemment, ça fait la joie des rétrospectives de fin d'année, ça s'appelle un bêtisier, ça fait toujours rire, et ça, nos anciens, nos aînés savaient déjà le faire. La région avec... je vais d'abord dire bonjour, pardon. La région... si je disais bonjour, c'est dingue ça. Si le cœur ou plutôt le palais vous en dit, vous pouvez découvrir durant... Merde! Au championnat de France Super Tourisme sur le circuit Bugatti, nette domination des BMW M3, entrée de Jean Ragnotti au volant de la nouvelle R21 Turbo 4x4. Mais vachement, puisque le pilote est sorti. Après... Oh putain, mais c'est pas vrai, Putain, mais c'est pas vrai, On conserve? Alors je lui réponds, on peut pas parce qu'en été, il faut que ça sèche, la peinture. Alors, il nous envoie d'enculés ou de feignants, des trucs comme ça. C'est bien. Alors Jean-Claude, le mauvais temps, ça ne vous perturbe pas trop dans la préparation des joueurs? Absolument pas. Toujours des incertitudes en ce qui concerne la composition de l'équipe? Ah non. Et en milieu de terrain, le problème est résolu? Il n'y a jamais eu de problème. Tout simplement, savez-vous sur quoi porte le vote du 16 mars prochain? Bien. Donc merci. On commence avec une antenne, on termine avec une parabole. C'est ainsi résumé l'aventure de la télévision, une aventure qui continue bien évidemment. J'espère que cette émission vous a plu, qu'elle vous a donné encore plus envie de nous suivre dans nos différents rendez-vous d'information, dans nos émissions. Le prochain numéro d'Enquête de région, c'est le mois prochain. Et n'oubliez pas, quand il y a des choses à entendre, à apprendre, à voir et à savoir, c'est forcément sur France 3 Pays de la Loire.